Dans le premier épisode de L'éléphant dans la pièce, nous avons parlé de la Palestine et de la question coloniale. Nous avons abordé ces juifs qui sont devenus antisionistes et qui sont en désaccord avec la politique israélienne. Dans cet épisode, nous recevons Michel Sibony, porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Vous êtes né à Rabat. Mes parents ont quitté le Maroc en fin 1959. Ils ont sont choisi allés la vivre France. en France. Pourquoi la France et pas Israël ? Israël, dans notre famille, c'était un moyen de quitter la famille. Quand est-ce que vous apprenez que la Palestine et les Palestiniens existent ? L'université de Haïfa est une université qui reçoit beaucoup d'étudiants palestiniens de Galilée. Mais même là, j'ai mis énormément de temps à voir qu'ils existaient, ces étudiants palestiniens, dans la fac même. Mais je dirais que tout le système est fait pour qu'on ne les voit pas. Bonjour Michel Sibony, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est très sympa. C'est votre, Je suis très contente. c'est votre première fois en Tunisie ? Non, pas du tout. J'étais là pour les forums sociaux après 2011 et en plus j'ai des amis qui ont fait que je suis revenue souvent à Tunis. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui parle de l'antisionisme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, antisionisme ? Alors le titre de notre ouvrage, pour être précise, c'est Antisionisme, une histoire juive. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme, c'est la détestation des juifs parce que juifs. L'antisionisme, c'est la critique de l'idéologie sioniste, c'est la critique du sionisme, qui pour nous est une critique d'autant plus légitime et c'est la thèse de notre livre, mais pas seulement la thèse, puisque c'est une compilation d'une 50aine de textes parmi un corpus bien plus important, on a fait des sélections. C'est d'abord une histoire juive, l'antisionisme. C'est d'abord l'opposition des juifs au sionisme qui s'est manifestée dans l'histoire depuis même avant le premier congrès sioniste mondial. C'est d'abord les juifs et le monde juif qui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il faut le rappeler, était ultra majoritairement religieux, qui s'est opposé au sionisme. Alors c'est quelque chose que les pro-israéliens répètent souvent, c'est-à-dire que tous les juifs sont sionistes. Surtout en France, cette phrase-là, elle est très redondante. Et beaucoup de personnes aussi, je ne sais pas s'ils sont dans le déni ou dans la négation, mais ne savent pas aussi qu'il y avait cette résistance-là au départ et que, enfin, c'est même pas une résistance parce que l'idéologie sioniste était une idéologie minoritaire en Europe. Bien sûr, et elle reste minoritaire d'une certaine manière, même si elle grandit, jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale et le judéocide qui a fait basculer dans la création de l'État juif soutenu par par les grandes puissances de l'époque. Mais évidemment, le sionisme a nié ou minoré ou refusé de s'intéresser à l'antisionisme, c'est évident. Donc l'antisionisme juif, évidemment, a été repoussé à la marge et déconsidéré par le sionisme. C'est aussi ce que vous dites, la thèse sioniste par excellence. Le sionisme est la solution du peuple juif, il est fait pour tous les juifs du monde et tous les juifs du monde doivent donc le soutenir. Mais ça a été, les deux grandes étapes de l'adhésion de beaucoup de juifs au sionisme, c'est d'abord le judéocide et ensuite 1967, on peut dire qu'il y a été un tournant. Par exemple, si on prend la communauté juive française jusqu'en 1967, elle est, et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une litote extrêmement méfiante et distante du sionisme. C'est 67 qui, en réactivant la peur du judéocide d'ailleurs, et en faisant penser que Israël et donc les Juifs qui y vivent sont en danger d'extermination, qui fait basculer beaucoup de Juifs et de communautés juives dans le monde du côté du sionisme. Alors pour essayer de penser contre soi, est-ce que les Juifs du monde aujourd'hui sont encore en danger d'extermination ?
Non, moi je ne le pense pas du tout, évidemment. Et d'ailleurs, si les Juifs du monde sont aujourd'hui en danger quelque part, il me semble que c'est plutôt en Israël. D'autre part, on constate aussi que dans le monde juif d'aujourd'hui, il y a un véritable réveil de beaucoup de Juifs qui refusent la prédominance d'Israël et sa centralité dans la vie juive. J'en veux pour preuve ce qui se passe aux États-Unis dans la jeunesse juive, notamment autour de Jewish Voice for Peace, mais on voit comment, à quel point les grands campements américains dans les universités sont pleins de juifs, de jeunes juifs qui ont pris des distances depuis des années aux États-Unis contre Israël. Et d'ailleurs, dans la propagande israélienne officielle, ça fait des années qu'ils disent qu'ils ont, entre guillemets, je cite, perdu la bataille des campus américains. Et puis aujourd'hui, même en France, on voit dans le campus de l'EHESS et à Sciences Po, il y a beaucoup de jeunes juifs militants qui ont rejoint le soutien à Gaza contre l'horrible situation qui lui est faite par Israël. Et il y a un jeune mouvement juif antisioniste, antiraciste et décolonial, c'est important de le dire, Tzedek, qui s'appelle Tzedek, qui veut dire justice en hébreu. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se répète souvent. Quand un juif est antisioniste ou critique l'État d'Israël, soit il est traité comme traître, il ne faut pas se leurrer. Dans la haine de soi. Et puis, oui, la haine de soi. Parce que ce sont les thèses sionistes. Si vous voulez, notre livre, d'ailleurs, il a été construit autour des arguments du sionisme contre l'antisionisme. Et un des grands arguments du sionisme, c'est nous sommes la continuité naturelle du judaïsme et son aboutissement, la réalisation du judaïsme. Donc être contre le sionisme, c'est être contre les juifs. Alors qu'en réalité, et notre livre essaye, par les textes que nous avons choisis, qui couvrent un siècle de sionisme, les textes antisionistes juifs que nous avons choisis, de montrer qu'en fait, le sionisme a constitué une rupture dans l'évolution du judaïsme, et non pas une continuité. C'est-à-dire ? C'est une rupture dans la mesure où vous avez par exemple toutes les communautés juives orthodoxes d'avant-guerre, pour le dire vite, mais aussi des théologiens contemporains qui disent mais le judaïsme c'est pas ça, le judaïsme n'a jamais été un nationalisme. Il y a un très beau texte auquel je pense de Amnon Raz Krakotskine, qui est un enseignant de l'histoire religieuse à Beersheva, à l'université de Beersheva en Israël, qui explique par exemple la notion d'exil. Pour le sionisme, l'exil, c'est la tragédie des Juifs. Ils ont perdu leur nation. Et toute la diaspora, 2000 ans de vie en exil, pour eux, a sorti le peuple juif de l'histoire. Et le sionisme veut le réintégrer dans l'histoire en lui redonnant une nation. On est là dans des concepts qui sont les concepts de la fin du 19e siècle européen. Le sionisme s'est calqué sur les modèles européens de l'époque, qui sont en deux mots la conception de l'État-nation. Chaque peuple, c'est une langue, une culture, une religion, donc une terre et un État. Et le colonialisme, c'est le moment de la constitution des grands empires coloniaux. En ce sens, le sionisme est une réplique européenne de la fin du XIXe siècle. Et d'ailleurs, certains textes le disent très clairement. Je pense à Jacqueline Rose, mais à Deutsch aussi, Isaac Deutsch, je pense, qui disent c'est une conception importée de l'Europe, mais qui était déjà déclinante en Europe et qui est réactivée par le sionisme. Donc l'idée, effectivement, et ça se voit dans les textes, c'est que le judaïsme, c'est pas ça. Et pour en revenir à Krakotskine, ce qu'il dit, c'est que la conception de l'exil dans la religion juive, c'est pas l'exil des juifs, c'est l'exil du monde. Le monde est en exil.
Et c'est le monde qui doit être réparé. La notion de séparation du monde, de réparation du monde, pardon, c'est pas par hasard mon lapsus, la séparation du monde, c'est une idée sioniste. On ne peut pas vivre, les juifs, dans le monde, parce qu'on est persécutés, etc. Donc il faut qu'on vive entre soi. Ça arrive, si on poursuit l'évolution du sionisme, à la loi État-nation du peuple juif en 2018, votée en Israël, et qui dit que Israël est l'État-nation du peuple juif, point à la ligne, et uniquement du peuple juif. Ce qui exclut, par exemple, 20% de la population d'Israël, citoyenne d'Israël, mais palestinienne. Est-ce que cet entre-soi n'existe pas dans le judaïsme ? L'entre-soi dont vous parliez, pour répondre à votre question plus directement, c'est la nécessité de conserver la religion. Et une des règles du judaïsme de la diaspora, c'est Malchut Adina, Dinat Malchut Din, la loi du pays est notre loi. C'est-à-dire on se conforme à la loi du pays où on vit. C'est de l'assimilation, ça. Mais on garde sa religion. Et là, on entre dans une autre problématique, qui est la problématique, je dirais, contemporaine aussi, qui est celle du traitement des minorités. Qu'elles soient religieuses, ethniques, le traitement des minorités partout dans le monde. Alors, on peut dire entre soi, mais les Juifs ont été enfermés dans des ghettos en France, par exemple. Donc, c'est pas un entre-soi. La question pour les Juifs, qui s'est posée dans la diaspora de tout temps, c'était garder sa religion, préserver sa religion, tout en se conformant aux lois du pays dans lequel on vivait. Alors, c'est intéressant que vous parliez du traitement des minorités. Nous avons une minorité juive en Tunisie, et vous êtes née à Rabat. Mmh. Vous êtes aussi marocaine ? Oui. Est-ce que vous avez vécu l'exil, le départ de vos parents, de vos grands-parents ? Bah oui, bien sûr. Ma famille, mes parents ont quitté le Maroc en fin 1959. Je ne sais pas quel âge j'avais, du coup, je suis née en 51, j'avais 7-8 ans. Ils ont sont choisi allés la vivre France. En France. Pourquoi la France et pas Israël ? Ben, je sais pas. J'ai aucune idée. La question du sionisme a affecté ma famille, on va dire, après 67. Et d'ailleurs, ils ont pensé à aller vivre en Israël à l'époque, et c'est un peu à cause de moi qu'ils ne l'ont pas fait. Parce qu'on était partis en vacances en Israël, et mes parents cherchaient une manière d'installation. Ils hésitaient. Je crois qu'ils voulaient acheter une ferme, enfin n'importe quoi. Moi je me disais, mais ils sont fous quoi. Je sais pas, j'avais 13-14 ans et je comprenais intuitivement pendant ces 2 mois de vacances, juillet-août qu'on a passé en Israël, que si on s'installait en Israël, j'allais plus jamais être la personne que j'étais avant. Mais est-ce que, quand la question s'est posée au sein de votre famille, est-ce que vous étiez consciente que vous alliez en Palestine ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, voilà, vous êtes né au Maroc. La Palestine n'existait pas dans les termes, ni dans les termes familiaux, ni même dans les termes culturels pour moi à l'époque, pas du tout. Quand est-ce que vous apprenez l'histoire ? Quand est-ce que vous apprenez que la Palestine et les Palestiniens existent ? Alors ça a été très long comme processus. Après moi j'ai été, quand j'étais étudiante à Paris, au départ ma famille s'est installée à Montpellier, dans le sud de la France. Après on est monté à Paris, comme on dit. J'étais étudiante à Paris, je me sentais très mal à Paris. J'étais à Assas, en droit, dans une université d'extrême droite. C'était extrêmement violent et je me sentais très mal. Et je voulais partir. Et alors, à l'époque, j'étais dans un mouvement sioniste socialiste, dit sioniste socialiste. Je me posais aucune question sur la Palestine. Je comprenais toujours pas où j'étais. J'avais eu des petites étincelles comme ça. En 68, j'étais à Montpellier et je discutais avec une copine qui avait un copain libanais et qui me dit mais c'est terrible ce qui se passe en Israël contre les Palestiniens.
Et je l'ai regardée, j'étais hyper choquée, je comprenais absolument pas de quoi elle parlait. Et j'ai eu l'impression qu'elle m'agressait. J'avais pas d'outils ni de cadre qui me permettent même d'y penser, quoi. Donc j'y pensais pas, effectivement. Alors ce qui s'est passé après, c'est qu'en 72, j'ai arrêté mes études de droit à Assas et je me sentais très mal. Et ma sœur, qui était partie après le bac en Israël, parce que Israël, dans notre famille, c'était un moyen de quitter la famille, de quitter le foyer. Si on à l'époque, je parle des années 70, quitter la famille pour une fille, en tout cas, ça se faisait pas. Mais si on allait en Israël faire des études, c'était un peu comme une prolongation de la famille, c'était autorisé. Et ma sœur me dit, bah écoute, tu te sens mal, tu sais pas quoi faire, viens faire une année d'études en Israël, fais une pause. Et j'y vais sans aucun problème, puisque je sortais d'un mouvement sioniste où on parlait du kibboutz, machin, d'avoir fait fleurir le désert, puisque c'était un désert, c'est bien connu, il n'y avait personne, etc. Donc je vais en Israël, les yeux fermés, sans me poser aucune question. Et je vais y passer 4 ans à l'université de Haïfa. Et heureusement, c'était à l'université de Haïfa d'ailleurs. Et c'est là que... Parce que l'université de Haïfa est une université qui reçoit beaucoup d'étudiants palestiniens de Galilée. Mais même là, j'ai mis énormément de temps à voir qu'ils existaient, ces étudiants palestiniens, dans la fac même. C'est-à-dire qu'on pouvait être à Haïfa et c'est vivre un système à Haïfa extraordinairement bien construit. Et ne pas être conscient qu'il y a des Palestiniens dont les droits ne sont pas respectés. Mais je dirais que tout le système est fait pour qu'on ne les voit pas. Comment ça? Par exemple, à l'époque, vous preniez une autoroute sur les bords desquels il y avait un village. Il n'y avait pas de sortie vers le village, ni de panneau qui donnait le nom du village. Donc vous ne le voyez pas. Votre cerveau enregistre l'image du village, mais il n'est pas nommé, il n'y a pas d'accès. Quelque part, vous ne le voyez pas. Et c'était exactement ce qui m'arrivait. Sauf que il y a eu un moment à l'université où on a entendu dire avec une copine qu'il y avait un numerus clausus contre les étudiants arabes, on ne disait pas palestiniens à l'époque, et ça nous a choqués. On a même fait une pétition à deux filles contre le numerus clausus qu'on a fait signer dans l'université de Haïfa avec un degré variable de succès, mais c'est là qu'on a commencé à s'y intéresser. Et puis il y a une liste universitaire qui s'est appelée, pour les élections universitaires, qui s'appelait Campus à l'époque, et où on nous a dit que les étudiants, qui était la seule liste qui existait, qui intégrait une proportionnalité d'étudiants arabes. Donc on s'est dit on va y aller. Et dans c'est là qu'on a commencé à rencontrer des Palestiniens, pour le coup. Et moi, je suis de la génération de Azmi Bishara, de Hicham Mahoul, Nabila Espagnoli. C'était les premiers Palestiniens que je rencontrais. Dans ces rencontres-là, il y a un des étudiants qui est venu me voir qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne me salues pas dans les cours ? On a un cours commun et tu ne me salues pas et là, on se parle. » Et je l'ai regardé et... Parce que je parlais pas bien l'hébreu et que c'était compliqué pour moi, je prenais beaucoup de cours de civilisation française et de culture française parce que ça m'aidait à faire mon cursus. Et dans ces cours, on était très peu nombreux. Il y avait beaucoup de filles, il y avait 2 mecs dans la classe dont il parlait. C'était l'un des 2 mecs et je ne l'avais jamais vu. Et j'ai un peu plus tard, j'ai lu un livre de André Brink, le Sud-Africain, qui s'appelle Une saison blanche et sèche, je crois, qui commence par l'histoire d'un prof blanc en Afrique du Sud qui vit tout à fait normalement et très bien dans son monde sans voir. Et puis un jour, il voit son jardinier pleurer dans un coin, son jardinier noir pleurer, et il va le voir, il lui demande ce qui se passe, et son jardinier lui dit « Mon fils a été arrêté à Soweto ». Dans les émeutes de Soweto. Et il dit « Mais t'inquiète, je vais m'occuper de ça ». Et c'est là qu'il découvre
sud-africains blancs, l'Afrique du Sud noire et la lutte sud-africaine. Et je me suis dit que quelque part j'avais été dans la même situation, c'est-à-dire dans l'invisibilité construite par le système colonial qui fait qu'on peut tout à fait vivre en Israël sans se préoccuper de l'existence du peuple opprimé qui est là. Est-ce qu'il y a eu une évolution de la société israélienne quelque part ou pas du tout ? Elle s'est faite en dents de scie, mais si vous prenez les tout derniers événements du 7 octobre, l'énorme choc provoqué par l'attaque du 7 octobre sur ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza, c'est-à-dire sur les kibboutz, ces villages autour de Gaza. Et l'énorme surprise de la société israélienne. Ça relève totalement de ce que je viens de dire, et ça révèle ça. Pour l'Israélien moyen dans la société israélienne d'aujourd'hui, avant le 7 octobre, tout allait bien et il ne se passait rien. Je me rappelle que l'été dernier, entre le 15 mai et le 15 juin, j'étais en Israël et j'ai appris par les réseaux sociaux français qu'il y avait eu un pogrom de colons sur un village palestinien de Cisjordanie, Al-Bourqa. J'ai commencé à regarder la presse israélienne, à écouter la radio, tout ça. Rien. Pas un mot. Pas un mot. Ce qui n'est pas dit n'existe pas. Tout simplement. Regardez le traitement, et je le sais par des amis israéliens qui me l'ont dit, mais qui eux regardent Al Jazeera, enfin regardez, puisque Al Jazeera vient d'être interdit, mais regardez Al Jazeera pour avoir des images de Gaza. Ils me disaient, tu sais, ce qu'on voit à la télévision israélienne, c'est des images de villes bombardées ou de destruction, mais il n'y a jamais personne. Des images de tunnels, les témoignages des otages qui ont été libérés, mais pas d'enfants décapités, pas un seul démembrés. Civil palestinien n'est montré à la télévision israélienne de Gaza. Ils ne les voient pas. Est-ce qu'on reparle de la Nakba aujourd'hui dans les médias israéliens ? Ils en reparlent pour dire elle n'est pas terminée, il faut continuer. Il y a un discours israélien qui est construit pour l'invisibilisation, pour permettre aux Israéliens de vivre dans l'illusion d'une société démocratique. Il faut annuler tout ce qui peut déranger cette vision-là et l'invisibiliser. Il y a un point sur lequel vous êtes revenu dans votre allocution hier, c'était le fait que l'Union européenne, les pays européens ne voulaient pas reconnaître, ne veulent pas reconnaître et faire la paix avec leur histoire coloniale, qu'il s'agisse des Pays-Bas, qu'il s'agisse de la Belgique, de la France, etc. On retrouve un petit peu cette même idée chez Sophie Bessis, donc l'historienne tunisienne Sophie Bessis, où elle l'avait exprimée en 2021 sur France Culture, mais elle l'a réaffirmé depuis le 7 octobre, c'est-à-dire elle appelle ça le refoulé colonial. Moi j'appelle ça l'impensé colonial, mais on n'est vraiment pas loin. La société française, elle est travaillée par ça d'une manière incroyable. Enfin, je dirais. On parle de la guerre d'Algérie, mais pour le reste... Comment on appelait la guerre d'Algérie ? On l'appelait les événements. On ne prononçait pas le mot de guerre, c'était même pas audible, mais tout le traitement de ce qu'on appelle les issues de l'immigration aujourd'hui montre bien comment on est dans un refus de... Et d'ailleurs à ça s'oppose ce qu'on appelle toute la pensée décoloniale en France, qui est marginalisée, qui est ostracisée, etc., mais qui est en train de se développer heureusement. Et grâce d'ailleurs au mouvement et à la réaction des issus de l'immigration, qui ont fini par dire, rappelez-vous, le mouvement des indigènes de la République, nous sommes les indigènes de la République. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement du sud vers le nord, des questions coloniales traitées dans le nord aujourd'hui. Alors on peut appeler ça les minorités, mais est-ce que la France n'était pas en train de traiter les citoyens français d'origine arabe et maghrébine comme une minorité arabo-musulmane ?
comme elle a d'ailleurs traité, tout en étant sous le couvert de la République universelle et indivisible, la République de tous ses citoyens, la République de tous ses citoyens a toujours traité les Juifs comme une forme de minorité. Mais vous faites aussi une lecture intersectionnelle de ce lien ou ce rapport entre l'Union européenne et Israël, dans le sens où vous parlez de la bourgeoisie et comment elle se conforte avec l'idée d'Israël. Vous parlez aussi de cette histoire coloniale, de quelque part de la blanchité et de l'indigénéité, je ne sais pas si c'est un néologisme ou pas. Mais c'est un combat de faire rentrer dans la conscience, dans les consciences en France et ailleurs aujourd'hui, mais je crois que c'est un mouvement mondial quand même, mais c'est un combat mondial, de faire entrer dans les consciences cette dimension décoloniale. Les penseurs sud-américains, je pense à Aníbal Quijano, mais à... Son nom m'échappe, je suis désolée. Des universitaires de Berkeley l'ont bien expliqué. La fin du colonialisme ou le mouvement de décolonisation n'a pas marqué la fin de la colonialité du monde. Et cette colonialité, elle continue à travailler. Dans la division internationale du travail, par exemple, on retrouve la colonialité du monde. Dans le traitement des minorités, évidemment, mais même aux États-Unis, dans les campus américains, les jeunes qui s'opposent au génocide à Gaza font clairement le lien avec le traitement des populations autochtones, avec le traitement, avec Black Lives Matter, avec le traitement des questions de genre. Cette intersectionnalité, elle est... Je crois qu'elle est l'héritage de la société de mon époque, transmis à la jeunesse d'aujourd'hui qui s'en empare, et heureusement qu'elle s'en empare, parce que sinon le monde qu'on lui a laissé est un monde terrible, et elle est obligée de s'en emparer pour gérer la situation pour gérer l'héritage qu'elle a reçu, c'est-à-dire un monde qui est encore extrêmement raciste, extrêmement colonial dans toutes les formes de néocolonialisme. Je parlais ici avec Sion Assidon du BDS Maroc, qui disait mais on est au-delà de la normalisation au Maroc, on est dans un néocolonialisme. Israël maintenant a installé des usines de production au Maroc et il veut conquérir le projet maroccano-israélien. Aujourd'hui, c'est la conquête du marché africain. Oui, et on parle à la radio marocaine d'une manière extrêmement décomplexée. Moi, j'y étais il y a quelques mois. Il y a une alliance militaire. On est donc voilà. Et Michel Warshawski, qui est un dissident anticolonialiste israélien, parlait lui de reconquête du monde à partir de 2000. Et il y a une reconquête du monde qui passe par l'explosion du Moyen-Orient et de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Syrie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc lutter contre ça sans prendre conscience de la colonialité du monde à l'œuvre, de l'impérialisme. Et il y a eu une parenthèse dans la pensée anti-impérialiste. Il y a eu une parenthèse de 20 ans ou plus. Et il est urgent qu'on se remobilise contre l'impérialisme d'aujourd'hui, quoi. Alors c'est intéressant que vous parliez de votre époque et de la nôtre, un peu votre jeunesse, quand vous avez vécu, et l'héritage aussi surtout de l'intersectionnalité de votre génération à la nôtre. Est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est concrètement plausible qu'on puisse penser qu'il y a une scission générationnelle, une rupture entre les jeunes d'aujourd'hui, à Sciences Po, à l'Ivy League, aux États-Unis, les populations arabes avec leurs gouverneurs, ça on le sait, mais les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui, et puis parce que finalement le Premier ministre français il est jeune aussi, Gabriel Attal, c'est-à-dire c'est pour ça que la scission elle n'est pas que générationnelle, elle peut être générationnelle, mais elle est transversale. C'est une scission de classe sociale. C'est pour ça que je parlais de des bourgeoisies en évoquant Lordon qui en avait extrêmement bien parlé lors de son discours du 30 mars à l'événement
le 30 mars dernier, l'UJFP et Tzedek ont organisé un meeting d'organisations juives européennes antisionistes, et dans lequel il est intervenu, où il a rappelé cette dimension-là. Donc c'est aussi une scission de classe, c'est aussi une scission entre guillemets, avec tous les guillemets qu'il faut, de race, c'est-à-dire... la race sociale. Voilà. C'est transversal, c'est pour ça qu'il y a aussi, Dieu merci, des gens de ma génération qui se posent la question de la colonialité. Et effectivement, le pouvoir, le côté des pouvoirs opère des retournements. C'est les étudiants qui sont racistes et qui sont antisémites. C'est pas le gouvernement qui est raciste. Alors que on sait que si on regarde l'état du monde aujourd'hui, les gouvernements les plus sionistes sont les plus antisémites. Que vous preniez les Trumpistes, que vous preniez les Hongrois, maudits en Inde, l'Argentin qui vient de passer, ceux qui viennent d'entrer au gouvernement, au Parlement en Hollande, la Pologne, la Hongrie, tous les gouvernements... on peut le résumer, c'est une phrase un peu lapidaire, mais le sionisme aujourd'hui lave de l'antisémitisme. C'est-à-dire on peut être antisémite pourvu qu'on soit sioniste. C'est ça, c'est l'aboutissement aussi du sionisme. Si vous êtes sioniste, c'est bon, quoi. Vous êtes du bon côté. Et après ça, l'antisémitisme, c'est pas grave. L'antisémitisme, on va l'opposer aux gens qui s'opposent au sionisme et à ses méfaits sur le terrain. Il faut regarder toujours, quand on parle du sionisme et d'Israël, pas forcément ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font. Et ça, c'est ce que veut annuler le sionisme et ses soutiens dans le monde. Mais c'est gravissime quand même de dire que tout le monde est antisémite, parce que ça vide aussi de substance ce terme, et ça expose les juifs qui en souffrent, parce qu'il y a un antisémitisme en France, il y a un antisémitisme en Tunisie, il y a de l'antisémitisme et il y en aura toujours, parce que du moment où on est minoritaire ou mais pas, être antisémite de cette manière-là, c'est faire le jeu du sionisme. Et c'est ça qu'il faut rappeler aux antisémites. Quand on est antisémite pour de vrai, c'est-à-dire qu'on se met à détester les juifs parce que c'est des juifs et parce qu'on suppose, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'ils soutiennent Israël, ce qu'on fait en priorité, c'est le jeu du sionisme. Parce que le sionisme a besoin de l'antisémitisme pour dire aux gens, mais venez, rejoignez-nous. C'est d'ailleurs un appel qui a été lancé d'Israël vers les juifs français. Genre, vous n'êtes pas en sécurité. Enfin, c'est eux qui se sont pris le 7 octobre, mais c'est nous en France qui ne sommes pas en sécurité. Rejoignez-nous dans la bataille contre le monde arabe, etc. Alors justement, vous dites que les juifs en Israël ne sont pas en sécurité. Pourquoi ? Ils ne sont pas en sécurité comme n'importe quelle société coloniale ne peut être en sécurité. Une société coloniale vit dans une bulle de protection qui est une protection illusoire, mais elle vit dans la menace de la révolte du peuple qu'elle opprime. Je veux dire, pensez à l'Algérie, pensez au Congo belge, pensez... Il n'y a pas de sécurité quand on opprime un peuple. On est à la merci de sa révolte. Et sa révolte fait qu'on la réprime d'autant plus violemment, et c'est un cercle vicieux. Mais la sécurité ne peut être qu'illusoire. Et c'est ça qui a explosé le 7 octobre dans la société israélienne et qui l'a fait basculer du côté du génocide. On va raser Gaza, c'était le terme. On va raser Gaza. Mais justement, on pense que le déluge d'Al-Aqsa, c'était une attaque antisémite et non pas une attaque qui s'inscrit c'est dans la version un contexte sioniste, colonial. Ça. Bien sûr. Rappelez-vous, en France, l'interdit absolu de parler de contexte. On a la guerre au Proche-Orient, la guerre Israël contre le Hamas. Le contexte de la colonisation. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut du Hamas et de l'attaque du 7 octobre. Azmi Bishara, par exemple, avait écrit au tout début, avait dit l'attaque du 7 octobre s'inscrit dans la résistance palestinienne. Cela dit, il y a des actes de résistance qui servent la lutte et des actes de résistance qui lui nuisent. Tout ça, on peut en discuter. Mais il y a une chose claire, on ne peut pas discuter de l'attaque du 7 octobre si on ne tient pas compte de 17 ans de blocus et d'oppression
d'une population de 2 200 000 personnes enfermées. Et il y a eu 15 guerres entre 1948 et aujourd'hui sur Gaza. 15 guerres directes sur Gaza, conduites par Israël, qui se sont toutes traduites par des massacres de population. Concernant la question de la responsabilité de la France, quelle est notre responsabilité ? Quelle est la responsabilité des médias français aujourd'hui ? Parce qu'ils ne veulent pas parler après le 7 octobre du contexte, mais en même temps, ils n'ont pas fait réellement. Ils en ont pas parlé, à part quelques, bien sûr, exceptions comme Pierre Aski qui fait la chronique en géopolitique le matin sur France Inter. Mais c'est tellement rare d'en entendre parler. D'abord, quand on parle des médias français, dans les grands médias français, on parle d'un monopole qui s'est installé, qui fait que les médias français sont aux mains de 2 ou 3 grands capitalistes totalement affiliés au régime et aux thèses sionistes. Donc on n'a plus de pluralité dans les médias français. Ce qui me paraît le plus scandaleux, c'est l'absence totale de sympathie ou d'empathie ou de solidarité interprofessionnelle du journalisme français avec les journalistes palestiniens livrés seuls au terrain à Gaza et éliminés systématiquement par Israël. Et même moi, je me serais attendu à une révolte professionnelle contre le fait qu'on ne puisse pas rentrer dans Gaza et faire son travail de journaliste. C'est ahurissant. Alors on a utilisé les journalistes gazaouis pour alimenter des images tout en disant attention, c'est le Hamas, donc toutes les images venant de Gaza sont soumises à caution puisque c'est des Palestiniens qui les prennent. Donc on les discrédite. On les utilise en les discréditant, et quand ils sont assassinés, on ne peut pas dire que la solidarité du journalisme français est sautée aux yeux de quiconque. Mais est-ce qu'il n'y a pas une lecture intersectionnelle là-dedans aussi à faire ? C'est-à-dire un journaliste qui ne nous ressemble pas n'est pas un journaliste. Un journaliste qui n'est pas européen, qui ne parle pas notre langue, un journaliste qui est brun de peau, c'est un peu quand même une perception très eurocentrée de la chose. C'est-à-dire ce qui se passe dans le monde ne nous intéresse pas. Oui, ou nous intéresse avec une lunette qui est la lunette néolibérale dominante d'aujourd'hui. C'est-à-dire une lunette qui efface les luttes des peuples. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Mais pour en revenir à ce que vous disiez sur l'effacement de la Palestine des questions du terrain, c'est un effacement qui a été global. Et d'ailleurs, Azmi Bishara a écrit un article que je trouvais assez intéressant aussi là-dessus en novembre dernier, où il expliquait que l'effacement de la Palestine était nécessaire géopolitiquement aux États-Unis pour... Il expliquait grosso modo que la géopolitique américaine vue par Biden, c'est l'endiguement de l'avancement russe et chinois comme grande puissance, notamment au Moyen-Orient. Que pour bloquer cet avancement, il y avait besoin de créer des alliances avec les peuples, enfin pas les peuples, avec les gouvernements arabes, ça c'est les accords d'Abraham, pour le dire vite, et Israël évidemment, qui lui sert de base, et donc il fallait minorer la question palestinienne, qui de fait a été minorée dans les consciences. Ça fait des années qu'il y a une véritable persécution dans les territoires occupés et à Gaza, et un verrouillage de la parole palestinienne dans les discours publics. Le 7 octobre a fait exploser tout ça en ramenant la question palestinienne sur la table. Sur la table. On l'a remis sur la table. Mais c'est ce qui rend furieux Biden et qui lui fait adhérer à la thèse d'éradication israélienne. Pour pouvoir forger l'axe dont les États-Unis a besoin, et qui, selon Azmi Bishara, est un axe qui va de l'Inde à l'Europe en passant par le Moyen-Orient, il faut éradiquer toute possibilité de révolte palestinienne. Un point dont on ne parle pas assez, la question des otages. Les otages qui, quelque part, ont été sacrifiés, mais aussi instrumentalisés dans le sens où on rase Gaza pour retrouver les otages, mais en même temps, on ne fait pas assez et on refuse des négociations. On refuse, en fait. On rase pas Gaza pour récupérer les otages. C'est on rase pro-israélien, Gaza c'est ce pour qu'ils éliminer disent. le Hamas. Et dès le début,
les familles d'otages ont été très sensibles au fait qu'elles comprenaient, elles ont même été les premières à comprendre que les otages allaient être sacrifiés. Ce qui, dans le judaïsme, il y a un principe fondamental, mais un des principes majeurs du judaïsme. La vie est sacrée. La vie est sacrée et on appelle ça le pidyon hashvuim, le rachat des prisonniers. C'est biblique. C'est pour vous dire comment le sionisme est une rupture, arrive à être une rupture. Dans la mentalité d'aujourd'hui, on sait que le gouvernement israélien a décidé de sacrifier les otages. Et c'est pour ça que les familles, pour moi, les familles des otages au début, en tout cas, ont été un espoir parce que c'était la situation faite aux membres de leur famille qui étaient otages les a décalés de fait du consensus national. Alors, ça ne les a pas fait basculer non plus, faut pas rêver, ça n'a pas fait d'eux des antisionistes, que ce soit clair. Mais ça les a décalés du consensus national parce qu'ils avaient besoin ils ont compris que leur famille allait être sacrifiée. Ils ont compris qu'ils allaient être sacrifiés. Alors, quitte à ne pas être unidirectionnel, mais quand on parle d'otages, on parle du 7 octobre, des otages israéliens, mais les Palestiniens qui sont en détention administrative, on n'en parle pas non plus en Occident. Mais vous savez, nous, on a une agence qu'on a fondée à quelques organisations après 2009, qui s'appelle l'Agence Média Palestine, et à laquelle je participe, j'essaye de travailler, qui s'est donné pour but de rapporter une information de terrain un peu alternative, qui a notamment documenté toutes les assassinats de journalistes en Palestine et fait exister cette question dans la presse française. Ça, c'est quand même une petite victoire qu'on a appréciée. Mais pendant des années, il y avait des grèves de prisonniers en Israël et personne n'en disait un mot. Et nous, on faisait des dossiers qu'on adressait à toutes les rédactions françaises en disant il y a tant de prisonniers, ils sont en grève depuis tant de jours, ils sont réprimés de telle manière par le gouvernement et par les directions des prisons. Vous n'en parlez pas, pourquoi ? Silence absolu. Et aujourd'hui, ils n'en parlent pas non plus. Non. Ça n'a pas changé. Alors que, il faut le dire, dans les manifestations conduites par les familles d'otages, il y avait cette revendication. Échange de tous les otages contre les prisonniers. Mais est-ce qu'on n'est pas complice aussi de cette déshumanisation ? Elle sert les sociétés occidentales, cette déshumanisation. Parce qu'elle permet de la légitimer. Elle rend légitime et possible aux yeux du citoyen moyen qu'on puisse traiter une société comme ça. Et si on peut la traiter comme ça, si elle peut perdre tous ses droits, alors c'est possible ici aussi chez nous. Alors dans une moindre mesure en apparence, mais si, et je pense qu'il faut insister là-dessus, si on laisse faire ce génocide, et c'est là qu'il y a urgence, si on laisse se matérialiser, se réaliser ce génocide, le monde de demain va être un monde fasciste, où tout sera permis. Parce que ça aura été validé et permis avec le silence de tout le monde. Alors on pourra s'en prendre à nos sociétés. On s'en prend déjà à nos sociétés. On est en train de déstructurer tous les acquis sociaux de l'après-Deuxième Guerre mondiale en France sont en train d'être détruits. La sécurité sociale, la retraite, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, toutes ces choses-là sont en train d'être vidées de leur sens et on est en recul terrible sur ces choses-là. Le droit à l'enseignement et à la liberté d'expression en France, c'est ahurissant ce qui est en train de se passer. Mais alors, je ne vous dis pas ce qui va nous arriver. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué le plus en France concernant cette liberté d'expression et liberté de manifestation ? Est-ce qu'il y a eu des images qui vous ont marqué depuis le 7 octobre ? Les convocations pour apologie du terrorisme, l'ordonnance incroyable de Dupond-Moretti au lendemain du 7 octobre, qui dit clairement qu'évoquer le contexte de l'attaque du 7 octobre peut être considéré comme une apologie du terrorisme, qui
qualifie le 7 octobre comme une attaque terroriste, point barre. On peut discuter du fait qu'il y ait une forme de terreur exercée sur une population civile dans le 7 octobre, mais à condition de l'inclure dans un contexte plus large qui permette, si vous voulez, on ne permet pas aux gens de penser. J'ai une amie qui est psychanalyste et qui revient sans arrêt sur cette idée du discours du maître. Elle dit qu'il y a un discours qui est construit pour imposer une façon de concevoir les choses sans permettre aux gens d'accéder à des outils de pensée et d'élaboration critique. Et on est dans une société qui ne permet pas aux gens de penser. Quelqu'un qui écoute une télévision française aujourd'hui et qui ne va pas chercher l'information, qui n'a pas ce... Et heureusement pour nous, la jeunesse le fait, ça. Elle va chercher l'information, les réseaux sociaux peuvent jouer des rôles terribles et terriblement négatifs, mais ils ont aussi un rôle positif dans le fait qu'ils permettent une circulation d'informations alternatives. Heureusement que la jeunesse travaille à la construction de sa propre information aujourd'hui, quoi. Or oui, il y a un effort qui est fait, mais les algorithmes nous jouent des tours de ce côté de la rive comme de l'autre. D'ailleurs, moi j'imagine que les jeunes Israéliens n'ont pas accès aux images qu'on voit tous les jours de ce côté de la rive, c'est-à-dire que Meta censure, c'est-à-dire que les algorithmes nous servent ce qu'on regarde, pas ce qu'on zappe. Ce qui fait que... Et c'est rien avec ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle et son mésusage. Et au-delà de ça, ce qu'on n'arrive pas à comprendre en Tunisie, c'est qu'un Israélien ou une Israélienne, normalement, sont passés par l'armée. Donc ils sont conscients qu'il y a un problème palestinien. C'est aussi cette dissonance-là qu'on n'arrive pas à comprendre ici. Il est très difficile quand on a grandi dans une société qui vous a élevé avec l'idée que vous êtes un petit État entouré d'ennemis et menacé par une menace d'extermination permanente et qui lutte pour sa survie, de s'extraire de cette bulle-là. Il faut arriver à faire un pas de côté. Ce pas de côté, il se produit parfois avec un événement qui donne un déclic. Ça peut être un soldat qui a vu une image qui a fracturé la carapace et qui a fait entrer une étincelle dans sa conscience. Ça, c'est Breaking the Silence. C'est difficile. Il y a des gens qui y arrivent, mais ça reste minoritaire. Ça reste minoritaire et surtout, ça reste pris dans une société où vous pouvez vivre à Tel Aviv. Tel Aviv s'auto-appelle la bulle. Et c'est vraiment une bulle. Vous pouvez vivre à Tel Aviv. Mais aujourd'hui, il y a des Israéliens sur les plages et dans les cafés, et pour qui tout va bien, et rien ne se passe. Mais il va y avoir des retombées. Il y a des milliers de soldats israéliens blessés. Je ne parle pas des tués, hein. Il y a les tués, il y a les blessés. L'armée elle-même dit qu'elle prévoit à peu près 40 000 soldats qui vont rentrer en traumatisme de guerre. PTSD. Et 40 000 est un nombre sûrement sous-évalué. C'est quelque chose qui va agir sur la société israélienne, ça, sans aucun doute. Je veux dire, la société israélienne va vers des lendemains difficiles, va vers des réveils difficiles, s'il y a réveil. Ou alors vers une accélération de ce qui est déjà en cours et qui est assez odieux. En France, on parle de l'importation du conflit sur les plateaux télé. Alors, il y a 4000 Français réservistes qui sont partis en Israël faire la guerre dans une armée qui n'est pas française et qui sont déployés sur le terrain. Alors, il y a des militants israéliens qui travaillent sur les réseaux sociaux israéliens à repérer ces gens-là et à faire des dossiers pour les crimes de guerre de demain, y compris pour les Français de là-bas, mais aussi pour les soldats israéliens. Il y a tout un travail qui est fait, qui est extrêmement
discret, et pour cause, de repérage et de constitution de dossiers. Mais est-ce que la question palestinienne est étrangère à la France? Parce que les accords Sykes-Picot... Non, mais attendez, importation du conflit. Oui. Je vous arrête. Le 7 octobre au soir et le 8 octobre au matin, le gouvernement français, par la voix de Macron et de Darmanin, dit qu'il soutient inconditionnellement... Rapprochez un petit peu le micro. Qu'il soutient inconditionnellement Israël dans sa lutte contre la terreur qui vient d'avoir lieu, que les populations arabo-musulmanes de France ont intérêt à bien se tenir et à faire attention à l'antisémitisme, et qu'il soutient les juifs français. Qui importe quoi? Qui importe quoi? Est-ce que votre parole est difficile aujourd'hui, en tant que Française, en tant que Juive? Est-ce qu'elle est difficile? D'un point de vue personnel, parce que je sais qu'on n'est jamais d'accord sur la question. Publiquement, elle ne l'est pas. En tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Je ne me sens pas limitée dans ce que j'ai envie de dire. Alors, elle est limitée de fait. Je veux dire, on n'est pas invité par les grands médias français. Mais dans mon expression, je ne limite pas ce que je pense. Ça, c'est certain. Là où j'étais le plus affectée, je dirais, c'est par des amis très très proches israéliens et anticolonialistes et antiracistes, avec qui je partage politiquement énormément de choses, qui ont basculé au moment du 7 octobre et qui m'ont reproché mon manque d'empathie vis-à-vis d'eux. Ça, c'était très dur. J'ai une amie très proche qui a coupé les ponts avec moi de manière, dit-elle, définitive. J'espère que non, très honnêtement. Vous la comprenez ? On n'est pas... Je considère qu'il y a des gens qui ont perdu leur boussole. Vous savez, Matzpen, qui était un mouvement en Israël-Palestine, qui a été un mouvement d'extrême gauche antisioniste, ça veut dire boussole en hébreu. Et ce terme de boussole m'est revenu très fort en ce moment. Il y a des gens qui ont perdu le Nord, littéralement. J'ai une copine en Israël qui n'a pas perdu le Nord, et encore 2 ou 3 copains. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu le Nord dans cette histoire, qui ont été effondrés, qui ont eu la sensation d'être lâchés par leurs amis à l'étranger, et qui, je sais pas, j'espère qu'ils vont retrouver un peu d'orientation politique, qui vont comprendre un peu plus, que ça va prendre du temps, mais qui vont, voilà. Pourquoi, selon vous, ils ressentent ça comme une trahison ? Ils n'ont pas supporté que je parle de la colonie, que je les désigne comme des colons. Et c'est très violent comme terme. Pour eux, en tout cas, c'est une trahison, et voilà. On parle beaucoup de la solution des 2 États. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Écoutez, moi je crois, je m'accroche au principe du droit à l'autodétermination des peuples. Et le peuple colonisé a le droit de choisir les modalités de son autodétermination. Et je crois que c'est d'abord ça. C'est pas à moi de dire comment ils veulent ou comment ils veulent pas. Ce contre quoi je suis, absolument, c'est contre les États ethniques et les États suprémacistes. C'est-à-dire que l'idée des 2 États tels que conçus par les puissances occidentales qui la ramènent alors qu'elles l'ont laissé tomber et qu'elles ont laissé la situation se dégrader, c'est une monstruosité d'hypocrisie de ramener la solution des 2 États quand c'est dans la bouche des États-Unis ou de la France ou des puissances occidentales. C'est-à-dire, et ça ne trompe personne. Cette vision-là des 2 États, c'est une vision qui sert à préserver l'État juif. Et moi, je pense que l'avenir du collectif juif qui s'est développé en Palestine, il passe par la désionisation du régime. C'est-à-dire une forme de citoyenneté égale, quel que soit le groupe auquel elle s'adresse ou l'origine de ses citoyens.
C'est-à-dire, s'ils veulent 2 États, alors pour moi, l'État d'Israël, c'est pas un État juif. C'est un État de tous ses citoyens. Et j'espère la même chose du côté palestinien. Un État palestinien de tous ses citoyens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, ou qu'ils soient chrétiens, ou qu'ils soient you name it. Ça, c'est ma vision politique de ce que c'est qu'un État qui se respecte. Après, que ce soit un État ou 2 États, moi, ce que j'entends dire aujourd'hui, c'est que beaucoup des Palestiniens qui ne... En Palestine, les Palestiniens, ils n'aiment pas l'idée des 2 États, parce que c'est l'idée du partage du bébé, hein, comme dans l'histoire du roi Salomon. Vous connaissez l'histoire du roi Salomon. Il y a la mère qui est prête à renoncer à son enfant pourvu qu'il reste entier, et il y a la mère qui est prête à ce qu'on le coupe en 2 pourvu qu'elle ait sa part et qu'elle ait raison. Alors les Palestiniens, ils ont toujours été du côté de la mère qui veut garder le bébé entier. Ce que j'entends dire dans les récents sondages faits à Gaza comme dans les territoires occupés, mais ce sont des sondages datés d'aujourd'hui, c'est-à-dire en plein génocide, c'est que l'option des 2 États monte. Parce que je suppose que les Palestiniens, étant donné ce qu'ils sont en train de subir, ont du mal à envisager une coexistence avec leurs bourreaux. Et c'est logique. Mais sinon, moi, si on me demande mon avis personnel, ce que je soutiendrais évidemment, c'est un État binational, c'est-à-dire un État qui puisse reconnaître les dimensions des diverses parties de sa population et les respecter, quoi. Abandonner l'idée de l'ethnocentrisme. C'est le suprémacisme, l'ethnocentrisme. C'est le suprémacisme, qu'il soit juif ou qu'il soit américain ou qu'il soit blanc. C'est le même. C'est quelque chose qui prévoit l'inhumanité et la déshumanisation de l'autre. Donc je ne peux pas être pour, évidemment.